Mesdames, Messieurs, toujours dans le cadre de cette couverture exclusive et en direct de l'ODJ Media ici au Digital Now 2025, nous avons l'honneur de recevoir Madame Khadija Aitouriani, co-founder de Main Gate Agency. Madame Khadija, merci d'avoir accepté de discuter avec nous. Merci à vous. Alors comme vous le voyez, l'ambiance est un petit peu changée sur la table. Nous en avions besoin après 3 jours de stress ici dans le salon et nous allons traiter un petit peu de tout ce qui est bien-être au travail, le corporate wellness. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux et spécifiquement ici au Maroc, comment ça se passe? Très bien. Déjà, merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est un sujet qui nous touche particulièrement et je pense qu'il nous touche tous parce qu'on est tous quelque part concernés par le bien-être au travail. Aujourd'hui, l'état des lieux, les chiffres sont assez alarmants, j'ai envie de dire. Sur les dernières enquêtes qui ont été réalisées sur un échantillon de 160 cadres dirigeants et entrepreneurs, il se trouve que 82% ont été confrontés au burn-out au travail. 62% l'ont vécu personnellement et puis 71% n'ont bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore reconnaître le burn-out et on ne sait pas le gérer. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, c'est quand même assez alarmant comme chiffre. 81%, c'est un peu une fatalité. Écoutez, le terme fatalité est fort, mais j'ai envie de vous dire oui, c'est le cas. Parce que entre les différents engagements des personnes, un peu la honte de dire que je suis pas bien dans mon travail parce que les gens ne savent pas en fait mettre le nom sur ce qu'ils ressentent. Donc ils vont appeler ça stress, ils vont appeler ça je suis débordé, je suis pas bien, etc. Jusqu'au moment où ils commencent à le ressentir physiquement et quand le corps ne suit plus, il n'y a plus rien à faire. On est obligé de l'avouer à ce moment. Oui, on est obligé de l'avouer et c'est limite trop tard parce que pour la convalescence, j'ai envie de vous dire, prend beaucoup plus de temps. Donc il est important aujourd'hui que les gens et les salariés, les entrepreneurs aussi, parce qu'il n'y a pas que les salariés qui vivent le burn-out, les entrepreneurs aussi, les dirigeants aussi, sachent reconnaître les premiers signes avant-coureurs. Voilà, les premiers red flags, j'ai envie de vous dire, pour qu'ils puissent se dire, OK, il est temps de revoir les choses, de lever le pied, de réorganiser mes tâches. Il y a une panoplie de choses qu'on peut faire, mais il faut savoir reconnaître les premiers symptômes. Voilà, parce que le burn-out, c'est une maladie en vrai. Alors justement, quels sont ces premiers signes avant-coureurs auxquels nous devons faire attention? Alors, les premiers signes avant-coureurs, c'est d'abord l'envie de rien faire. Voilà, c'est-à-dire que les gens se réveillent, on va se réveiller le matin, on n'a pas envie d'aller au bureau, on a la boule au ventre en fait. Avant même de sortir du lit, on a cette boule au ventre. On n'a pas envie de partir, on sait que c'est une longue journée qui nous attend, on stresse déjà avant même d'être parti. Il n'y a plus ce côté, je pars, j'aime bien ce que je fais, j'adore mon boulot, je suis motivée, je prends mon café en souriant. Non, on est stressé dès le réveil. Et ça, c'est vraiment, il faut faire très attention à ça. Ensuite, il y a aussi le côté où on veut quelque part surpasser les objectifs parce qu'on a une grosse charge de travail et qu'on doit tout livrer et qu'on est incapable pour des raisons personnelles, culturelles, il y a plusieurs raisons de dire non, ça je peux pas, ça je peux mais pas aujourd'hui. Parce que même dans les bases, j'ai envie de vous dire, de la littérature et du management, il y a ce qui est prioritaire, ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas. Donc il faut prioriser. Il faut prioriser. Ce qui est urgent n'est pas forcément important et vice-versa. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance. Et pour eux, tout est urgent, tout est important. Et dès lors qu'on est dans ce mindset, on n'arrive plus. On est dépassé, on est débordé, on veut tout faire et on n'arrive pas. Et le lendemain, rebelote, on se réveille avec la boule au ventre, etc. Jusqu'au jour où on n'arrive pas à se réveiller le matin, tout simplement. On n'arrive pas à sortir du lit, littéralement. D'accord. Et le burn-out peut même mener à l'hospitalisation. En effet, ça peut aller très très loin. Exactement. Alors, le deuxième, si on veut dire le deuxième problème un petit peu majeur que connaît notre environnement de travail, on va dire que ce soit les salariés, comme vous avez dit, des entrepreneurs ou autres, c'est l'harcèlement moral. Même si nous avons un arsenal juridique assez progressiste au Maroc, nous sommes très très en retard sur le code du travail qui ne mentionne en aucun cas l'harcèlement moral qui est très très dur à établir, très dur à prouver. Comment est-ce qu'on peut dépasser cette situation ?
Mais en fait, comme vous l'avez bien dit, le plus difficile dans l'harcèlement moral, c'est de le prouver, malheureusement. Voilà. Encore une fois, on parle du cadre juridique au Maroc. C'est difficile de dire, voilà, je subis un harcèlement moral. D'accord, mais c'est quoi? Comment on peut le prouver, etc. Donc il y a des gens qui vont aller faire attester cela par des professionnels, notamment des psychiatres en ramenant des certificats. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne pourront pas aller voir un psychiatre pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le côté un peu culturel où... je suis pas fou, j'ai pas besoin d'un psychiatre. Je voulais pas le dire comme ça, mais c'est la réalité, c'est ça. On n'a pas ce réflexe de dire je me sens pas bien, je vais voir un psy. Non, pour nous, même limite si on dit à quelqu'un mais il faut que tu vois quelqu'un, il faut que tu parles à un psy, il se sent insulté. Il le prend comme une insulte. Il va dire mais je suis pas fou, pourquoi tu me dis ça? Donc voilà, déjà il y a cette prise de conscience qui est très importante. Et en parenthèse, c'est la raison aussi pour laquelle les gens arrivent à des stades avancés, parce qu'ils ne se font pas prendre en charge par des professionnels. Ça, c'est un côté. Et d'un autre côté, qu'on le veuille ou pas, ça nécessite des frais. Tout à fait. Et c'est pas tout le monde, parce que quand on parle de burn-out, on parle pas que des cadres et cadres dirigeants, ça atteint toutes les catégories sociales et socio-professionnelles, et c'est pas tout le monde qui peut établir des visites chez le psychiatre, d'autant plus que ce genre de certificat qui constitue la preuve ne peut être délivré directement sur une seule séance. Il faut quand même un suivi de plusieurs séances, et qui dit plusieurs séances dit plusieurs paiements, pour que la personne puisse entre guillemets, partager avec le professionnel pour qu'il puisse à son tour établir s'il y a harcèlement moral ou pas. Donc il y a ce côté-là. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le vivent très mal. Des exemples concrets seraient par exemple une mise au placard. C'est-à-dire si on compare le modèle américain, le modèle américain, vous pouvez arriver un jour au bureau, un matin, on vous a fait votre carton, débarrassez votre bureau, vous prenez votre chèque, vous partez. Voilà, au moins c'est clair. Oui. Voilà. C'est peut-être brutal, mais c'est clair. C'est une rupture nette. C'est une rupture nette. Voilà, on l'accepte, on la dépasse et on passe à autre chose. Mais il n'y a pas pire que des pratiques qui se font malheureusement encore, et même dans de très grandes structures, comme la mise au placard. Il y a des personnes qui arrivent, leur bureau il est débarrassé, les accès du PC sont désactivés, mais on ne lui dit rien. Il n'est pas viré, il n'est pas... il est là, on lui fait passer son salaire, mais on ne lui donne pas de tâches, on lui enlève ses tâches, on lui enlève ses accès, on lui enlève son matériel. On cherche un petit peu la démission. On cherche la démission. Et ça, psychiquement, c'est très très difficile. Oui. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui ont travaillé pour l'entreprise 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et forcément... elles ne veulent pas juste démissionner et partir, parce qu'il y a des indemnités d'ancienneté qui sont là sur la table. C'est un peu le bras de fer. Et on va voir qui va craquer le premier. Est-ce que c'est le salarié qui va plus... Il va se dire, ça y est, j'en peux plus, j'abandonne mon ancienneté, j'abandonne tout et je démissionne. Ou c'est l'employeur qui va se dire, ok, il ne part pas, autant que je lui donne ses indemnités. Voilà, malheureusement, cette pratique, elle existe. Malheureusement, encore une fois, c'est des pratiques dont on ne parle pas beaucoup. C'est des choses qu'on entend énormément en off, dans les couloirs, avec les amis. Et des fois, moi, j'entends des histoires où je dis, mais en fait, j'ai envie de faire témoigner tous ces gens. Parce que tout ce que j'entends, je reste choquée. C'est des mamans qui va payer le prix parce qu'elle est tombée enceinte, ou parce qu'elle est partie en congé maternité, ou parce qu'elle doit partir assister au spectacle de son enfant à l'école. Forcément, au niveau d'entreprise, on ne l'accepte pas. Et des fois, c'est un peu, encore une fois, le bras de fer. Et ça crée des ambiances qui sont toxiques. Et surtout que quand on est engagé une longue période et qu'on est passionné par ce qu'on fait, comme dirait l'autre, il n'y a rien de plus personnel que le travail, dans certains cas. Et on prend les choses très très à cœur. On ne peut pas faire autrement. On passe plus que 8 heures par jour au travail. Finalement, au travail, on passe plus d'heures qu'avec nos conjoints, qu'avec nos enfants, qu'avec nos parents. Donc c'est une partie importante de notre vie. Justement. Qui affecte
notre identité. Et de notre identité et qui affecte notre bien-être en général, mental et physique. Et physique. Ah bah oui. Alors, en plus de l'harcèlement moral et du burn-out, nous avons aussi une absence de politique de soutien à la santé mentale. On n'est pas très attentif à ce côté, encore pour diverses raisons culturelles, des raisons de société plus ou moins patriarcale, avec la fierté arabe qu'on connaît. Est-ce qu'on doit un petit peu, forcer un petit peu cette culture sur les entreprises, mais également sur les salariés qui eux non plus ne veulent pas se l'avouer des fois, qui voient ça comme un aveu de faiblesse. Comment est-ce qu'on peut détourner cette situation avec toutes ces délicatesses? C'est ça, vous l'avez bien résumé. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu et encore une fois, de ce qu'on peut écouter autour de nous, il y a même des gens qui partent voir le psychiatre ou le psy, ils vont le faire en cachette. Ils ne le disent pas aux collègues, ils ne le disent pas même à la maison, aux conjoints, etc. Parce qu'on a cette culture et ça va aller plus loin. C'est-à-dire même si le médecin donne un traitement, et c'est un traitement pour une raison que le professionnel a identifié, le salarié va refuser de déposer son dossier au niveau de la mutuelle de son travail parce que le travail ne doit pas savoir qu'il a consulté. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a certains postes, certains métiers qui consulteront si vous avez un passé psychiatrique quelconque et ça pourra affecter votre recrutement. Oui, mais encore une fois, psychiatrique ne veut pas dire fou. Voilà, mais eux ne font pas la différence, justement. C'est ça. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important qu'il y ait un soutien moral aux salariés une déjà, normalisation au sein surtout de l'entreprise déjà. On le voit à l'étranger, il y a des cellules qui suivent justement ces salariés de façon anonyme. C'est-à-dire que dans le respect de la protection des données personnelles, etc., en interne, si je ne me sens pas bien, je sais qu'il y a une cellule dans mon entreprise que je peux aller voir, à qui je peux parler, qui peut m'orienter, etc. Après, au niveau culturel, oui, je pense qu'il faut en parler de plus en plus. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de contenus partout, mais très peu de personnes parlent de ça et je pense qu'il est grand temps que ce soit... D'ailleurs, merci à vous d'avoir abordé ce sujet avec nous parce que c'est un sujet qui est très sensible mais qui est très important. Et donc, je pense que le rôle de toute la société y est, que ce soit les médias, que ce soit nous, les professionnels, justement, de la santé mentale, du bien-être au travail, les entreprises, premier acteur engagé. Et voilà, c'est-à-dire que nous, par exemple, par expérience, on voit que les entreprises, des fois, déboursent énormément de budget pour une activité ou pour une soirée, ou voilà, pour des choses qui, pour eux, c'est leur façon de remercier les collaborateurs pour dire voilà, que tout le monde est bien ici. Mais en vrai, ce n'est pas le temps d'une soirée. Il faut vraiment avoir des actions beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus régulière et continue. Alors justement, nous avons cité un petit peu les trois manifestations majeures d'un environnement de travail plus ou moins malsain. Nous allons passer aux solutions que vous proposez puisque vous travaillez dessus. Comment est-ce qu'on peut un petit peu dépasser tout ça? Est-ce que ce sont des réponses juridiques dont nous avons besoin? Est-ce que ce sont des réponses dans les pratiques, les politiques des entreprises? Ou est-ce une réponse plus générale, une réponse sociale? Alors, ça serait prétentieux de notre part de dire que nous, on peut gérer tous les sujets parce que c'est pas vrai. Comme je vous ai dit, c'est une boucle où plusieurs acteurs sont concernés. Nous, autant que professionnels, justement, du développement personnel et du corporate wellness, on intervient dans les tout premiers stades. C'est-à-dire, c'est limite, j'ai envie de vous dire, c'est de la prévention. Ensuite, bien sûr, si on arrive au stade un peu avancé, là, c'est des professionnels qui doivent intervenir. Nous, on accompagne les entreprises dans leur stratégie QVT, qualité de vie au travail, en mettant en place des stratégies, en mettant en place des programmes réguliers. C'est-à-dire pas juste un événement par an ou une régularité dans le temps pour permettre
aux collaborateurs de se sentir bien dans leur travail. Et ça peut passer par des choses très simples. Parce que des fois, quand on parle de bien-être au travail, les entreprises vont penser voilà, que j'ai besoin d'un très gros budget pour assurer le bien-être de mes salariés. Mais non, c'est pas vrai. Ça peut partir de 30 minutes de respiration à 2 jours de retraite entre collègues, etc. Donc nous, on est là, on accompagne les entreprises, on accompagne les collaborateurs dans des techniques de gestion de stress, des techniques de respiration. Mine de rien, c'est simple et ça fonctionne. Voilà. On est aussi aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on est présent au Digital Now, on est en train de développer une solution tech, c'est de la wellness tech, qui pourra accompagner les collaborateurs dans leur quotidien. Bon, pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus parce que c'est en développement, mais ça arrive bientôt. Mais en tout cas, voilà, nous, on intervient, comme je vous ai dit, sur la prévention, c'est-à-dire on est là, on est avec les collaborateurs, on est avec l'entreprise sur des programmes, sur des formations, on leur donne les outils en fait. Et c'est aussi beaucoup de prise de conscience, c'est-à-dire quand on anime des ateliers, c'est aussi, comme on a dit au début, que les gens puissent reconnaître eux-mêmes à quel niveau ils doivent dire stop, à quel niveau ils doivent consulter, voir un professionnel, à quel niveau il faut peut-être faire un break, et surtout les aider à identifier voilà, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, comment ils doivent s'organiser, gestion du stress, gestion des émotions, gestion de la charge de travail. Donc tout ça, nous, on les accompagne sur ces volets-là, et pour éviter d'arriver à des stades plus avancé. Et là, comme je vous ai dit, là, c'est aux professionnels de reprendre le relais. Là, c'est plus nous. Nous, on est vraiment dans la prévention et dans la prise de conscience et dans la compréhension de la chose. Alors, Madame Etouani, j'ai pour vous une dernière question. C'est un sujet qui me tient à cœur. On sait que l'un des métiers les plus oppressants, les plus lourds à vivre est celui des centres d'appel avec des heures très très longues, des tâches répétitives, ingrates et vraiment à la limite aucune satisfaction qu'on peut tirer de ce genre de travail. Quels sont 2-3 conseils à adapter quotidiennement que vous conseillerez à des jeunes travaillant dans ces métiers? Alors, écoutez, il n'y a pas j'ai envie de vous dire de métier ingrat. Après, il faut que ces jeunes alors aux jeunes et bien sûr aux entreprises qui opèrent dans ce secteur d'activité, de mettre en place des petites choses simples. Par exemple, un break, c'est-à-dire même scientifiquement, le cerveau humain, il ne peut pas se concentrer plus que 2 heures. Voilà, ça c'est scientifique, c'est pas moi qui le dis. Donc ça ne sert à rien de garder les gens au téléphone 8 heures de suite parce qu'à un moment, ils ne pourront plus. Oui. Donc il faut assurer ne serait-ce que des micro-breaks. Ce n'est pas forcément des breaks d'1 heure, des micro-breaks, comme on a dit, les accompagner dans des techniques de gestion de stress, de respiration. Des fois, il suffit de marcher un peu pour que la circulation sanguine, voilà, c'est des petites choses, l'hydratation. Donc aujourd'hui, moi ce que je conseille à ces jeunes, que eux déjà s'informent à titre personnel. Et puis, ce que je recommande vivement aux entreprises, c'est de mettre en place des ateliers pour accompagner ces collaborateurs dans leur quotidien pour que justement, ils ne soient pas devant leur casque et devant leur écran 8 heures d'affilée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et de toute façon, ils ne tiendraient pas longtemps. Voilà. Et c'est ce qui explique aussi le turnover dans ces métiers. Justement, qui ne dépasse pas 6 mois, 1 an. Absolument. Parce que les gens arrivent déjà avec cette idée. C'est-à-dire, OK, j'y vais, mais allez, j'en ai pour 6 mois maximum, le temps de. Alors que si les entreprises prennent justement en charge leur politique et leur communication et leur stratégie wellness, les gens pourraient se dire, OK, je fais ce métier, mais fine, j'ai un environnement qui me permet de passer des journées agréables, de rentrer chez moi sans avoir cette boule au ventre, de ne pas être stressée. Et pourtant, j'atteins mes objectifs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entreprises pensent que la présence égale la productivité. Et ça, c'est faux. Je peux venir le matin, pointer, repartir le soir, repointer. J'ai rien fait de ma journée. Je suis devant mon PC, j'ai pas envie. Comme je peux être productif sur 1 heure et donner mon maximum. Donc, il faut comprendre que la productivité des collaborateurs ne dépend pas du nombre d'heures travaillées. Donc leur octroyer un petit moment de pause et de break ne peut en fait que
améliorer la productivité. Voilà, et non justement. pas le contraire. Et non pas le contraire. En Et effet. ça aussi, il y a tout un travail à faire déjà auprès des entreprises avant d'arriver aux salariés. Mais Aux moi, salariés. j'encourage déjà les personnes à titre personnel à s'informer, à avoir l'information. Aujourd'hui, il y a tout. Il suffit de s'informer et de prendre en charge déjà leur santé mentale. En Ça, effet. c'est très important. Madame Khadija Itouani, cofondatrice de Mungate Agency, merci beaucoup d'avoir accepté Merci de à nous parler vous. aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur les réseaux. Merci.